Chers confrères, chers consoeurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. C'est un grand plaisir parce que j'espère que pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur le cancer du pancréas ces dernières années et tout ce qu'il reste à faire. Je profite aussi pour dire que dans ces temps de pandémie, je pense que c'est important que la formation continue et donc je suis très heureux d'être ici. Voici mes conflits d'intérêts. Le cancer du pancréas est une maladie de l'Ouest. C'est une maladie des pays industrialisés. Vous avez ici l'incidence en Europe du cancer du pancréas. C'est la 9e cause de cancer, avec environ 130 000 nouveaux cas par année. Si on regarde la situation en Suisse, c'est la 8e cause de cancer, avec environ 1400 cas par année. Comme vous pouvez le voir sur votre droite, il y a des cantons qui sont un petit peu plus affectés que d'autres. Malheureusement, Genève en fait partie, avec environ 90 cas par année, également répartis entre hommes et femmes. Voici un des problèmes, c'est l'augmentation de l'incidence. Contrairement à certains cancers, comme le cancer du poumon ou comme le cancer du côlon, l'incidence du cancer du pancréas ne fait qu'augmenter depuis ces 17 dernières années et va continuer à augmenter en raison du non-contrôle de ces facteurs de risque. Voici le pronostic d'un cancer du pancréas. Il faut remettre les choses importantes. Diagnostiquer localement, c'est 40% de survie à 5 ans. Localisé avec des ganglions, comme vous pouvez le voir, c'est environ 13%. Métastatique, seulement 3% des patients seront en vie à 5 ans. C'est une catastrophe. À gauche, je vous ai remis l'incidence en Suisse, 1480 cas. À droite, je vous ai mis la mortalité en Suisse, 1431 cas. Vous voyez tout de suite la problématique. La médiane de survie de ces patients est d'environ 1 an. Vous voyez aussi que le cancer du pancréas est la 4e cause de mortalité par cancer en Suisse. Il y a eu quelques progrès, mais évidemment pas au rythme de certaines autres tumeurs. Et on espère que ça va continuer à s'améliorer, et je vais évoquer quelques pistes aujourd'hui. Voici une des problématiques, ce sont des chiffres tirés des États-Unis. Vous avez ici la projection de la mortalité par cancer. Vous voyez que le plus grand des tueurs reste le cancer du poumon, mais d'ici 2030, le cancer du pancréas devrait être le 2e tueur aux États-Unis. Ensuite, le cancer du foie. Les facteurs de risque. Évidemment que les facteurs principaux sont environnementaux. On ne martèlera jamais assez que le tabac tue. C'est le facteur de risque principal du cancer du pancréas. Vous avez ici le odds ratio pour un fumeur actif, pour un fumeur ancien, pour une personne ayant fumé pendant 50 ans ou quelqu'un qui fumerait jusqu'à 30 cigarettes par année. Il faut cesser la consommation de tabac. L'alcool est également un facteur de risque qui est évidemment dose dépendante, comme vous pouvez vous l'imaginer. La pancréatite chronique, facteur de risque important, mais beaucoup plus rare que les deux autres. L'obésité et finalement probablement certaines infections, HCV, H. pylori, une deuxième bonne raison de détecter cette bactérie. Je vous rappelle qu'elle est aussi responsable d'une majorité des cancers de l'estomac. Petite parenthèse par rapport à l'impact de l'obésité sur le développement du cancer. Voici des chiffres tirés de l'OMS. Je m'excuse, c'est un tout petit peu petit, mais ce qu'on peut y lire, c'est que l'obésité serait responsable d'environ 20% des cancers du sein de la femme ménopausée, 20% des cancers du côlon et si on remonte jusqu'à 6% des cancers du pancréas. Évidemment, il y a des facteurs de risque qui sont aussi non modifiables et la génétique en fait partie. Ça reste quelque chose de rare, entre 5 et 10% des patients. Vous avez sur votre droite les principaux syndromes génétiques. Vous reconnaîtrez tout en haut celui du gène BRCA qui donne un risque de cancer du sein et de cancer de l'ovaire. Et puis un petit peu plus bas, la polypose, le syndrome de Lynch, qui donne aussi d'autres maladies. Ce que j'aimerais dire à mes collègues, à tout niveau de formation, c'est que l'impact de votre anamnèse familiale se fait sentir ici. Le cancer
pancréas, c'est une maladie génétique, c'est une maladie rare, mais comme vous pouvez le deviner et le comprendre sur cette slide, l'agrégation ne va pas être que de cancer du pancréas. Et donc, je pense que c'est important d'avoir une bonne anamnèse familiale et de le marteler. Aux États-Unis, actuellement, il a été demandé de faire un screening génétique pour tout cancer du pancréas. Ceci n'a pas encore traversé l'Atlantique, mais aux États-Unis, maintenant, ils ont un screening germinal pour cet ensemble de mutations, de gènes, pour chaque cancer du pancréas. On verra plus tard pourquoi aussi. Les autres facteurs non modifiables, diabète, le sexe, il y a quand même une prédominance homme versus femme, l'ethnicité, le groupe sanguin, certaines bactéries dont la population est légèrement différente, statistiquement, dans le cancer du pancréas, mais dont l'association, et en tout cas la connexion directe avec le cancer du pancréas n'est pas encore bien compris. Et j'aimerais souligner cette dernière entité, les tumeurs intracanalaires papillaires, les TIPMP, on les lit facilement et souvent à la fin d'un rapport de scanner, c'est une entité à surveiller. Il y a un protocole spécifique pour surveiller, souvent une IRM à 1 ou à 2 ans. Mais ça peut être considéré comme une précancérose et ce n'est pas à être négligé sur un rapport de scanner. Les symptômes, je l'ai mis, mais la symptomologie est raisonnablement complètement frustre. Il n'y a pas de signes spécifiques, il n'y a pas de symptômes spécifiques. Et c'est là où la finesse du clinicien, la finesse de votre anamnèse et la connaissance de vos patients va être fondamentale. Je voulais faire une aparté sur les biomarqueurs, parce que c'est sûr qu'on se demande toujours, est-ce que je peux diagnostiquer ce cancer plus précocement ? On ne parlera ici que du CA19-9, qui n'est absolument pas diagnostique, mais uniquement pronostic. Je vous rappelle qu'il y a 10% de la population qui ne fera jamais de CA19-9, donc il y a aussi attention de ne pas se faire piéger. Il augmente quasiment linéairement, avec la bilirubine. Donc le passage d'un calcul ou une pancréatite pourrait très bien augmenter le CA19-9. J'aimerais aussi mentionner ici la biopsie liquide. C'est un des dadas de mon confrère, le docteur Adeo, et de moi-même. On travaille beaucoup là-dessus. C'est très mais concrètement, ça n'a pour l'instant que très très peu d'applications. Voici une grande étude américaine qui a été faite. Dans le cas présent, il y a peu de patients. Ce qui est important, c'est de comprendre que la sensibilité de ce test est finalement linéaire avec le stade de la maladie. Mais comme vous l'avez compris, ce qui nous intéresse, c'est de détecter la maladie le plus tôt possible, et cette sensibilité-là n'est pas compatible avec le déploiement de ce test en routine. Donc attention, pas de biopsie liquide chez ces patients, ce n'est pas encore prêt pour un test de screening ou pour un test de follow-up. Le diagnostic est finalement très simple, c'est l'écho-endoscopie avec biopsie. C'est important pour faire le diagnostic, mais c'est aussi important pour nous oncologues maintenant pour pouvoir faire des analyses moléculaires et peut-être ouvrir certaines pistes thérapeutiques. Scanner thoraco-abdominal avec une phase artérielle, une phase veineuse. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Il n'y a aucune place pour le PET-CT, l'IRM pancréatique ou la laparoscopie. C'est sûr que s'il existe un doute important qui peut changer la prise en charge d'un patient, on ira faire un complément d'imagerie. Mais pour un diagnostic, vous n'avez pas besoin de faire l'une de ces 3 modalités. Voilà la répartition du cancer du pancréas. Essentiellement, il sera dans la tête, comme vous pouvez le voir. Une partie sera dans la queue, environ 10%, dans le corps, et puis dans la queue. Vous réalisez aussi tout de suite que la position de cette tumeur au niveau de la tête et la proximité avec les vaisseaux ouvrent 2 problèmes. Le premier problème, c'est une dissémination très précoce de la maladie, et finalement ça va aboutir à une métastatisation très précoce probablement de cette maladie, mais aussi la problématique de la chirurgie chez ces patients. Il y a certaines limites à la reconstruction vasculaire, et une lésion trop proche de ces vaisseaux ne permettra pas une résection. Pour une lésion de la tête, on fait une DPC, une duodénopancréatectomie céphalique ou opération de Whipple. Et puis pour les cancers de la queue, on fait une splénopancréatectomie.
La prise en charge des tumeurs localisées dépend de l'extension vasculaire. Je ne parlerai pas ici du TNM, qui est bien sûr et pronostique, mais qui n'a aucun impact sur notre prise en charge. Tout dépend de l'invasion vasculaire, pour des patients évidemment non métastatiques. Le cas le plus favorable, 15 à 20%, ce sont les tumeurs résécables. La résécabilité est définie par aucun contact vasculaire artériel et pas de contact veineux ou un contact inférieur à 180 degrés. Je vous ai dit que cette année, il y avait 90 cas de cancer du pancréas à Genève. Si 20% est résécable, ça veut dire qu'il y a 18 patients qui peuvent tomber dans cette catégorie-là. Vous avez ici une illustration d'une tumeur résécable et de son rapport avec les vaisseaux, que ce soit l'artère mésentérique supérieure ou la veine mésentérique supérieure. La chirurgie est le geste curatif, mais il faut que cette chirurgie soit complète. Cette slide montre une analyse rétrospective de plusieurs milliers de patients en fonction de la marge de résection. Les marges sont évaluées comme R0, pas de contact, pas de maladie au niveau de la marge de résection, R1, une marge de moins de 1 mm au microscope, ou R2, une marge macroscopiquement visible. La ligne du dessus est la survie des patients ayant eu une chirurgie R0 d'emblée. Les deux courbes de survie en dessous sont soit les chirurgies R1 qui n'ont pas pu être rattrapées, soit les chirurgies qui ont essayé d'être converties R1, puis re-réséquées R0 dans le même temps opératoire. La partie se joue déjà dans la chirurgie, c'est évident. Probablement que la sélection des patients est très importante. Certains de ces patients n'étaient probablement pas résécables et l'ont été quand même, mais le chirurgien et son expertise est aussi fondamentale. La chirurgie n'est pas suffisante. Vous avez ici une vieille étude publiée en 2013 comparant le suivi d'un patient après la chirurgie sans chimiothérapie à un traitement de gemcitabine. Vous voyez une petite, mais statistiquement et cliniquement significative, une augmentation significative de la survie de ces patients. Ceci était en 2013. Actuellement, on utilise un régime de chimiothérapie plus soutenu, appelé FOLFIRINOX. C'est un triplet de chimiothérapie. Et là, on peut espérer avoir environ 50% des patients en vie à 5 ans. Sur nos 18 patients genevois, ça en représente 9. Cette chimiothérapie, comme toute chimiothérapie, n'est pas faisable à tout le monde. C'est une chimiothérapie intensive qui est donnée généralement chez des gens en très bonne forme physique et généralement de moins de 70 ans. La chimiothérapie ne rattrape pas une chirurgie incomplète. Vous avez ici une analyse post-hoc d'une de ces études adjuvantes. Vous avez les patients qui ont été opérés en marge saine, en haut, avec 2 régimes de chimiothérapie différents, et ceux à qui il restait une marge positive. La chimiothérapie ne rattrape pas la chirurgie. La prise en charge des tumeurs borderline et des tumeurs non résécables. Là encore, la définition est vasculaire. Pour la tumeur borderline, c'est un contact avec soit l'artère hépatique commune, sans extension à l'artère cœliaque ou à l'artère hépatique. Un contact de l'artère mésentérique supérieure inférieure à 180 degrés et un contact veineux inférieur à 180 degrés. Concrètement, ça ressemble à ça. L'artère est bien à distance, la veine est pas tout à fait engainée, il y a un contact, comme vous pouvez voir, qui est probablement légèrement moins de 180 degrés. On voit ce petit liseré noirâtre au-dessus. Et donc, ceci correspond à une tumeur borderline. On l'appelle borderline parce que la probabilité d'une résection R1 est très importante. Et donc là, l'évaluation de ces patients est fondamentale. Doit-on les classer comme résécables ou comme non résécables ?
Pour les tumeurs non résécables, 25 à 35%, eh bien, ce sont des tumeurs qui ont des invasions vasculaires beaucoup plus importantes. Vous voyez ici une invasion avec un thrombus littéralement dans la veine mésentérique supérieure. Ceci est une tumeur non résécable. Ces 25 à 35% plus les 45% de tumeurs métastatiques d'emblée font que 80% des patients diagnostiqués avec un cancer du pancréas sont d'emblée métastatiques. Elles sont d'emblée palliatives, et devraient bénéficier d'une chimiothérapie première. Quelles sont les avancées de chimiothérapie? Je remercie le Dr. Stuvna pour cette slide, parce que je pense qu'elle est importante pour rappeler qu'on regarde d'abord notre patient, on va d'abord voir quel est son score de performance. Ici, c'est l'ECOG. Pour rappel, un ECOG de 0, c'est probablement nous tous dans cette salle. Un ECOG de 1 est une personne capable d'avoir une activité professionnelle légère. Un ECOG de 2 est une personne qui n'est plus capable d'avoir une activité professionnelle, mais qui passe moins de 50% de son temps dans son lit. 3, plus de 50%. 4, quelqu'un qui est totalement dans son lit. La bilirubine est pour nous quelque chose d'important à cause de l'élimination des produits que nous utilisons. Et puis, nous avons différents régimes de chimiothérapie, probablement que vous en connaissez certains pour les avoir déjà lus, soit dans les lettres de sortie, soit, étant donné que ce sont des régimes qui ont été déjà publiés il y a une dizaine d'années, pas grand-chose a évolué. Vous avez la médiane de survie d'un patient sous chacun des régimes. Comme vous le deviniez lorsque j'avais mis côte à côte l'incidence et la mortalité, vous voyez que même avec un régime intensif d'un triplet de chimiothérapie, la moyenne de survie est de 1 an. Il n'existe à l'heure actuelle qu'un seul traitement de deuxième ligne offrant un bénéfice, et on passe de l'un à l'autre pour nos patients qui seraient encore capables de recevoir ce traitement en deuxième ligne. Je vous ai dit que c'était important pour l'oncologue d'avoir du tissu pour pouvoir faire des analyses moléculaires. Vous vous souvenez qu'il y a une petite proportion de patients qui auront une mutation du gène BRCA, et je voulais reprendre avec vous l'importance de ce gène. Vous avez sur la gauche une cassure d'un brin d'ADN, des deux brins, comme vous pouvez voir, et nous possédons une double machinerie. Dans le cancer du sein, de l'ovaire ou du pancréas, qui aurait une mutation BRCA, l'un des systèmes est défaillant. Il est donc compensé par l'autre système. Un certain nombre de médicaments ont été développés pour inhiber l'autre enzyme, finalement conduisant à l'incapacité de la cellule à se réparer et donc à l'apoptose. C'est un traitement qui est utilisé maintenant en routine et de manière quotidienne pour les cancers du sein et de l'ovaire avec des mutations BRCA. Et on a récemment eu la première phase 3 randomisée pour évaluer la valeur de ces traitements dans le cancer du pancréas. Voici la survie sans progression. Comment faut-il lire ceci? Ce sont des patients qui avaient eu de la chimiothérapie, qui n'avaient pas progressé, qu'on a randomisé placebo ou traitement. Comme vous pouvez voir, le bras traitement fait mieux, les patients progressent environ 3 mois et demi après. Il n'y a pas de bénéfice de survie et pas de bénéfice de qualité de vie. Et malgré tout, ce traitement est maintenant reconnu par Swissmedic et va nous mettre dans une position très compliquée face à des patients à qui ça va être compliqué d'expliquer pourquoi un traitement qui n'offre ni bénéfice de survie, ni bénéfice en qualité de vie, c'est peut-être pas une bonne idée de le prendre. L'autre grande avancée dans l'oncologie, ça a été l'immunothérapie. Et comme vous vous souvenez d'une précédente présentation que nous avions faite avec la docteuresse Vieumier et le docteur Migliorini, on vous avait présenté des avancées qui avaient été marquantes durant l'année 2020. L'une d'entre elles, c'était l'immunothérapie pour les tumeurs microsatellites instables. Une faible proportion des cancers du pancréas sont microsatellites instables et font partie du syndrome de Lynch. Vous avez ici
une série de cancers microsatellites instables. La première colonne vous donne ce qu'on appelle le response rate, c'est-à-dire le nombre de réponses, le pourcentage de réponses partielles et complètes. La première chose qui saute aux yeux, c'est que le cancer du pancréas, c'est une autre tumeur. Il ne répond pas de la même manière. Sa survie, son progression, elle est aussi différente des autres tumeurs. Et la survie de ces patients, alors que dans d'autres groupes, elle n'est pas atteinte, la médiane n'est pas atteinte, la survie de ces patients est vraiment minimale, même sous immunothérapie, même avec un biomarqueur qui a été prouvé efficace. Et donc, il y a encore beaucoup à explorer. On connaît presque tout de la tumeur en elle-même, de ses gènes, on les a classés, reclassés par différents algorithmes, mais maintenant la recherche essaie de comprendre ce qu'il y a autour de la tumeur, parce que c'est là où probablement réside l'enjeu. Vous avez ici des coupes d'histologie où vous pouvez voir des coupes de cancer du pancréas. Ce que vous pouvez voir, c'est un tissu extrêmement fibreux, très desmoplasique, dont vous avez une représentation schématique ici. Le problème, c'est qu'il faut imaginer le cancer du pancréas véritablement comme une gange de tissu conjonctif autour d'un petit nombre de cellules tumorales qu'on a de la peine à faire pénétrer. Des dizaines de médicaments ont été testés, même des injections de hyaluronidase pour essayer de dissoudre ceci. Ça a été un échec complet. L'autre gros problème, c'est d'amener la drogue, d'amener le médicament au bon endroit, parce qu'on sait aussi que la vascularisation du cancer du pancréas est extrêmement déficiente, avec un milieu qui finalement ne laisse pas pénétrer les médicaments. Alors, au milieu de tout ça, c'est sûr qu'il faut continuer à faire de la recherche, et si nous arrivons à le faire avec le professeur Mack, on aurait l'intention de lancer cette étude qui vise à prélever la tumeur du patient, directement du patient, de l'irradier, et puis de l'encapsuler dans une capsule productrice de GCSF. Vous vous souvenez, le fameux neupogène que vous voyez prescrit de temps en temps, ce n'est pas tout à fait du neupogène, mais l'idée est de faire se rencontrer les cellules du tumeur et les cellules immunitaires, puis de réinjecter ceci chez le patient. On espère pouvoir démarrer cette étude dès qu'on aura trouvé une source de financement. Les messages clés, je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il reste énormément de chemin à faire. Je pense qu'il faut agir sur les facteurs modifiables. Nous avons tous une responsabilité dans cette action. Le diagnostic est simple, c'est de l'histologie et un scanner, il n'y a pas besoin de plus. Les tumeurs résécables doivent être réséquées, elles doivent être adressées à une équipe experte pour savoir si elles sont résécables et être opérées. La survie médiane de ces patients réséqués est estimée entre 50 et 35 mois. Et puis malheureusement, pour les tumeurs trop avancées ou métastatiques, c'est la chimiothérapie. Et avec ça, je vous remercie.